Une vie, une histoire sur groupe AFI Télévision et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir pour vous une dame. Il s'agit de Madame Cécile Meta, que je laisse l'opportunité à elle-même de se présenter. Bonjour Madame Meta. Oui, bonjour AFI. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue dans Une vie, une histoire. Merci. Alors, qui est Cécile Meta? Cécile Meta, elle est juriste de formation. J'ai été avocate dans ces pays pendant 22 ans avant d'aller travailler aux Nations Unies, où j'ai travaillé dans les pays en conflit ou post-conflit, puisque je m'étais spécialisée dans la réforme de la justice. Et donc, je peux dire de 2005 à 2018, j'ai travaillé pour les Nations Unies. Et en 2019, au début de l'année, sur demande du chef de l'État, j'ai dû quitter mes fonctions pour venir servir mon pays. Et depuis lors, je coordonne l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, qui est une nouvelle structure que nous avons, à laquelle nous avons donné la forme. Ok. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre entretien pour parler de du rôle que vous jouez aujourd'hui, parlez-nous un peu de votre enfance. Comment ça se passait? Comment Madame Meta a-t-elle vécu son enfance? Bon, je suis née dans une famille de 10 enfants. Mes deux parents étaient enseignants. Donc, mon père et ma mère ont donné cours. Et certains de leurs élèves sont de grandes personnalités dans ces pays. Et j'ai fait une partie de mon école primaire en Belgique, puisque j'y étais avec les amis de mon père. Et puis je suis revenue pour terminer l'école primaire et faire les humanités latines, donc littéraire. J'ai eu mon diplôme d'État et je suis allée à l'université du Burundi. Parfois, ça étonne les gens. Oui, c'est vraiment étonnant. Hein? C'était l'époque où on n'avait pas la possibilité, pour une même famille, d'inscrire 2 ou 3 enfants la même année à l'université. C'était le système de quotas. Alors, je n'avais pas eu la chance d'être inscrite ici. Et mon père avait un ami qui était diplomate au Burundi. En demandant à son ami, c'est ainsi que j'ai été inscrite à l'université du Burundi. Et j'ai fait mes études de droit à l'université du Burundi. J'ai eu mon diplôme de licencié en droit, ancien système. Okay. Donc je parle d'ancien système puisque on faisait le baccalauréat philo et lettres avant de faire les études de droit. Et avant, puisque c'est le système qui a existé, et ce système sortait des docteurs en droit à l'époque. Mais nous, c'était des licences en droit. Et cette formation équivaut à la maîtrise. Ouais. Et comment s'est passé vos débuts dans le monde professionnel? Master, ok. Maîtrise, ouais. Comment s'est passé vos débuts dans le monde professionnel? Bon, dans le monde professionnel, quand j'ai terminé l'université, j'étais recrutée par la CEPGL, puisque j'avais fait mon travail de fin d'études sur les institutions spécialisées de la CEPGL. Mais en venant ici, pour obtenir une lettre, donc des lettres de créance ou d'accréditation, puisque c'était un poste international et ceux qui venaient d'autres pays avaient le statut de diplomate. Alors, je n'ai pas eu cette lettre, j'ai dû attendre une année. C'est ainsi que, fatigué d'attendre, j'ai écrit à la CPGL pour dire que je ne viendrai plus et je suis entrée au barreau. J'ai demandé mon inscription
Ça a pris aussi une année. Ça a pris une année avant d'être inscrite. Et quand je suis entrée au barreau, il n'y avait que 3 femmes. Il n'y avait que 3 femmes. Maître Monkouma, non, c'est pas 3. Il y avait Maître Monkouma, Philomène, Maître Miteolola, Maître Mbombo Mwasa et Maître Sabouissa. Donc c'était 4 femmes. J'étais la 5e femme qui entrait au barreau. Et nous avons ainsi cheminé. J'étais stagiaire au cabinet des maîtres Jacques Herman et Paula Mamé. À leur départ, j'ai collaboré avec le feu maître Kisimbangoy avant d'installer mon cabinet. Et j'ai ainsi évolué. J'étais plus dans les procès politiques et procès pénaux. J'avais vraiment envie de plaider ces dossiers-là. Donc c'était vos rêves? Oui, puisque le procès pénal, ouais, c'est ça qui forme l'avocat. C'est du vif. C'est pas comme en matière civile ou en matière commerciale où on cherche, on fait des recherches. Mais la question vous est posée dans la salle et vous devez y répondre. Et ça forme un avocat. Okay. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes coordonnatrice de l'agence de lutte contre la traite des personnes. Comment vous vous êtes retrouvée là, Madame Cécile Meta? Bon, c'est de par mon expérience. J'ai travaillé, je vous ai dit que j'ai travaillé dans les pays difficiles. Et dans ces pays difficiles, je coordonnais des projets et des programmes régionaux. Par exemple, quand j'étais au Burundi, je coordonnais le programme de lutte contre la torture dans les pays des Grands Lacs. Donc, le Burundi, le Rwanda, l'Est de la RDC et l'Ouganda. Oui, puisque c'était vraiment la catastrophe. C'était des pays qui sortaient de la guerre ou qui étaient en guerre. Je suis allé au Burundi, ce n'était pas encore la fin de la guerre, mais on a cheminé. Et j'ai travaillé sur donc, la torture, j'ai travaillé sur les violences sexuelles. Et comme ce sont des domaines qui s'avoisinent de la traite des personnes. Lorsque le chef de l'État m'a proposé le poste de coordinatrice pour donner forme à la lutte contre la traite des personnes en RDC, j'ai accepté. J'avais la possibilité de refuser et de prendre un autre poste, mais j'ai accepté celui-là puisque ça rentrait dans tout ce que j'aime faire. Et quels sont les objectifs ou encore la vision assignée au sein de votre agence? Notre agence avait pour première mission de donner à la RDC une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et de lui donner aussi un plan stratégique. Donc, nous avons, au bout de 3 mois après notre nomination, convoqué un atelier pour examiner et valider la stratégie nationale et le plan d'action qui est un plan de 5 ans qui va se terminer en 2024. Et la deuxième mission, c'est doter le pays d'une loi. Nous avions préparé un avant-projet de loi qui a fait 1 année au gouvernement. Vous savez que avec le gouvernement Inukamba, avant d'arriver au gouvernement Sama Lukonde, il y avait beaucoup de tiraillements au niveau de l'exécutif. Ce qui fait qu'il y avait des ministres qui ne pouvaient pas poser des actes s'ils n'ont pas eu l'autorisation de l'ancien président de la République. Et comme en matière de traite, l'ancien président de la République et son gouvernement n'avaient rien fait pour que la RDC puisse répondre à ses obligations, puisque c'est le gouvernement le président Kabila, non, d'abord le régime Kabila, qui avait
va adhérer à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ces deux protocoles, dont l'un sur la traite des personnes et l'autre sur le trafic illicite des migrants. En adhérant et en ratifiant en 2006, ils n'ont posé aucun acte après cette ratification. Ce qui fait que la RDC était jugée comme un pays qui ne fournissait aucun effort pour lutter contre la traite des personnes. Et le premier acte que ce régime devait poser, c'était créer cette agence. C'était créer cette agence qui est le mécanisme national. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ce qui fait que la communauté internationale ne pouvait pas avoir un interlocuteur à qui poser des questions. Mais lorsque on a créé l'agence et que nous avons été nommés, nous avons lu l'ordonnance, nous avons fait des recherches pour voir quels étaient les rapports de la RDC avec les organes des Nations Unies qui évaluent en matière de traite de personnes. Et nous avons trouvé des rapports et beaucoup de recommandations qui étaient faites à la RDC, mais rien n'a été, donc aucune réponse à ces recommandations n'était donnée. C'est à l'arrivée du président Tshisekedi que l'agence a été créée 3 mois après son entrée en fonction. Et toujours dans ces 3 mois-là, il a nommé la structure de coordination. Et nous ne pouvions pas trop attendre. Il fallait doter le pays d'une stratégie et d'un plan d'action. Ce qui fut fait. Il fallait, avant la fin de 2019, que la RDC ait une loi. Mais c'était quasiment impossible. Comment ça? C'était impossible compte tenu du délai et des obligations. Puisque c'est une loi spéciale qui doit répondre à certaines exigences. La RDC est partie à la loi type. Et cette loi type impose à tous les États de suivre une certaine structure de la loi. Donc on ne pouvait pas la sortir en une semaine. Et en ce moment-là, comme je vous ai dit, les ministres répondaient à à leur autorité morale. Donc c'est ça qui a fait beaucoup de retard. Mais nous avions produit ces textes et le faire valider en 2020, c'était au mois d'août 2020, et nous avons déposé, donc le cabinet du chef de l'État a transmis officiellement l'avant-projet de texte de loi au gouvernement, donc au Premier ministre Ilou Kamba. Mais ça a été mis de côté lorsqu'ils ont fait la remise-reprise. Avec le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement. Nous nous sommes informés pour savoir où s'est trouvé le texte. Il n'était nulle part, dans aucun ministère, donc que ce soit le ministre de la Justice, le ministre des Droits humains, aucun des deux n'avait reçu le texte de loi. Et comme à l'époque, le Premier ministre Ilunga avait chargé le ministre des Droits humains, nous avons pris le PV de cette réunion-là, nous sommes allés voir le ministre des Droits humains et nous lui avons transmis le document, mais le directeur du cabinet a transmis officiellement aussi au Premier ministre. Et c'est ce texte qui a évolué. Il est arrivé à la commission des textes du gouvernement qui l'a traité, mais comme il n'avait pas toutes les informations sur les exigences des Nations Unies pour ces textes de loi, le texte qui est arrivé au Parlement a encore beaucoup de failles. Il faudra qu'au niveau du Parlement, on puisse corriger le texte. Et ça a été fait, cette correction? Non, ce n'est pas encore fait puisque le Parlement est en congé, en vacances parlementaires. Et nous attendons la semaine prochaine. Nous avons déjà pris de contact au niveau du Parlement, dans les deux chambres, pour que
les experts du Parlement et les parlementaires puissent travailler avec les experts de l'agence sur le texte. Et en tant que responsable de l'agence de lutte contre la traite des personnes, en fait, les bilans que vous pouvez faire en cette année est lequel? Bon, chaque année nous sortons un rapport. Je peux dire qu'on est parti du point zéro, puisqu'il n'y avait rien. Donc, comme réalisation, il y a une grande avancée. Mais ce qui nous reste à faire est encore très, très lourd. Donc, comme avancée, nous avons d'abord une stratégie nationale. Nous avons un plan d'action. Il y a des rapports. Nous avons produit 3 rapports périodiques, donc un rapport annuel, qui ont fait que le premier rapport a aidé notre pays à quitter la zone rouge, donc la zone, de très belle zone où rien n'est fait. Et on en est sorti avec 10 recommandations, alors qu'à notre arrivée, il y en avait 78. Avec le rapport de 2020, le rapport mondial qui est sorti en 2021 a fait que la RDC est maintenue au niveau 2 avec 8 recommandations. Mais je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, plusieurs de ces recommandations sont déjà remplies. La loi n'est pas remplie. Donc, parmi ces recommandations, la RDC devait avoir une base de données nationale. Et la base de données a été créée. Elle est fonctionnelle. La RDC devait avoir un centre d'appel. Vous avez vu les portes fermées ici avec des systèmes de sécurité. C'est notre centre d'appel. La RDC doit produire des rapports. Et ça a été fait. Doit entrer en contact avec d'autres structures pour échange de bonnes pratiques et d'expériences. Nous l'avons fait au niveau des pays de l'Afrique, quelques pays africains. Pour d'autres, nous nous sommes limités au niveau des ambassades, mais nous avons eu aussi des missions de terrain. La RDC a renforcé les capacités des magistrats, des avocats, de quelques acteurs de la société civile, des assistants sociaux, puisque la prise en charge des victimes ou leur accompagnement ou les poursuites demandent que les gens soient formés. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons fait et qui font que, à la date d'aujourd'hui, nous avons la campagne qui a été lancée. C'est pas vous regardez les informations chaque jour. Avant le journal de 19h et de 20h sur RTNC, il y a toujours un spot qui passe. C'est un spot de sensibilisation en matière de traite des personnes. Et d'après vous, pensez que cette sensibilisation est assez forte? Non, nous avons la sensibilisation aussi sur terrain. L'année passée, nos équipes avec les personnes qui ont été formées, puisque pour sensibiliser, nous formons d'abord les sensibilisateurs. Nous avons une équipe ici qui descend, qui forme les sensibilisateurs, qui leur fournit un outil de sensibilisation, donc un certain nombre d'outils pour qu'ils puissent travailler. Et eux, ils vont sur le terrain et ils font rapport qui remonte jusqu'à nous. Et grâce à cette sensibilisation, beaucoup de cas de traite nous sont rapportés. C'est pour ça que nous recourons à certains partenaires qui peuvent financer telle ou telle activité. Ça, c'est la grande difficulté. La deuxième difficulté, c'est le Covid, qui nous a empêchés de réunir un grand nombre, puisque pour la formation, dans notre planification, on devait former par session au moins 60 personnes.
mais nous nous sommes limités à 20 ou 30. Par rapport à la distanciation physique. Distanciation, oui. Et puis il y a l'immensité de notre pays. Si nous avions de bonnes routes et d'infrastructures hôtelières, partout dans les petits villages, on serait parti. Mais nous devons nous déplacer par avion pour aller dans tel chef-lieu de la province, y travailler, faire venir les gens qui viennent de coins de province. Et c'est très difficile pour ces personnes, puisqu'il y a des coins où il n'y a même pas une moto. Peut-être qu'il y a le vélo du chef du village, donc il faut louer ces vélos-là pour qu'on l'amène. Donc ça demande un budget aussi. Oui, donc c'est ça la grande difficulté. On ne peut pas, et puis si tout le monde avait accès à l'Internet, ou savait l'utiliser, ça allait nous faciliter aussi la tâche. En plus des difficultés que je viens de donner, c'est une nouvelle matière qui doit prendre du temps pour que la population s'en imprègne et puisse vaincre sa peur de représailles. Donc voilà les difficultés, mais nous continuons. Au niveau de la magistrature, je peux dire qu'en plus de leur connaissance générale, il faut une connaissance spécifique en matière de traite des personnes. Puisque les cas de traite des personnes, ce n'est que le bout de l'iceberg. Ils travaillent en réseau avec les corrupteurs d'un côté, les vendeurs de drogue, ceux qui font les trafics humains, ceux qui sont dans la vente d'armes. Donc vous voyez, ce sont des grands criminels. Et c'est compte tenu de cette dangerosité que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est appelée Convention de Palerme, en mémoire d'un juge anti-corruption, anti-trafic qui a été tué pour son travail. C'est fait un plaisir pour moi de recevoir dans cette émission de Une vie, une histoire, Madame Cécile Meta. Je rappelle qu'elle est coordonnatrice de l'Agence de la lutte contre la traite des personnes. C'était elle notre invitée du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie également la marque qui m'a habillée, JN Design, pour voir cette cape sur moi. Merci à Christia Makeup pour le maquillage. Merci également à notre équipe technique qui a travaillé pour que cette émission, vous puissiez la recevoir 5 sur 5. D'ici là, portez-vous bien, mais du moins, restez abonnés sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Au revoir.